Que vous soyez acteur du monde de l'EdTech ou simplement curieux de la transformation de l'éducation et de la formation, ou si vous souhaitez vous former à de nouvelles connaissances et compétences, ce podcast est fait pour vous. Nous allons continuer à vous éclairer sur ce monde en perpétuelle ébullition. Ce podcast vous est présenté par la Banque des Territoires. Pour que la transformation de l'éducation profite à toutes et à tous, la Banque des Territoires agit au service de l'intérêt général pour des territoires plus attractifs et plus inclusifs. La MGEN, acteur majeur de la protection sociale des professionnels de l'éducation et de la formation, MGEN entretient en permanence des liens avec le monde éducatif. C'est pour soutenir les initiatives qui mettent la technologie au service de ces professionnels que MGEN a créé les trophées MGEN EdTech. Et la Maïf, parce que le numérique façonne toujours plus le quotidien de chacun, la Maïf met à la disposition de tous des services pour mieux accompagner l'individu dans la transformation numérique de la société. Je suis Rémi Chal, directeur général d'EdTech France, l'association des entrepreneurs qui mettent la technologie au service de l'éducation et de la formation. Bienvenue pour ce dernier jour. On est triste, mais c'est pas grave parce que ça va être encore une fois passionnant. Ce dernier jour de la web radio podcast EdTech France en direct du territoire apprenant sur le stand de la Banque des Territoires au salon Educatech Educatis, diffusé en streaming sur edtechfrance.fr et sur les sites web et réseaux sociaux de nos partenaires, la Banque des Territoires, la MEF et la MGEN. Non, la Maïf et la MGEN. Oui, pardon Marie. Pour interagir avec nous, c'est simple. 3 hashtags, hashtag EdTech, hashtag EducatechTis, hashtag Terre Apprenant. La EdTech propose de plus en plus de solutions pour accompagner les apprentissages et faciliter la tâche des enseignants. Mais tous ne s'emparent pas de ces outils par manque de temps, d'envie ou tout simplement de formation. Dans l'Académie de Paris, un dispositif a été mis en place pour encourager les futurs enseignants. Ce sont les fameux ambassadeurs du numérique, ambassadeurs et ambassadrices. Et justement, elles sont là avec moi ce matin puisque j'ai le plaisir d'accueillir Sandrine Gourdon-Denain qui est professeure des écoles et formatrice, ambassadrice du numérique. C'est cela, absolument. J'ai bon ? Bonjour, très bien. Bonjour Parfait. Sandrine. Également Marie Baon, de la direction de la générale de la MGEN, chef de cabinet d'Isabelle Hébert. Tout à fait, et partenaire du dispositif depuis sa création. Ah oui, j'ai des logos MGEN plein le dos là. C'est ça, on est partout. Merci en tout cas pour ce soutien à la fois à ce dispositif ambassadeur du numérique dont on va parler et puis évidemment à la web radio EdTech France. Et puis on a aussi une ambassadrice avec nous, Laura Boel. Oui, bonjour à tous. Comment vas-tu Laura ? Très très bien. Bon, super. Alors on est très bien entouré. La première question Sandrine, elle est pour toi. C'est une question ouverte, c'est une question simple. Comment aujourd'hui les enseignants sont formés au numérique ? Alors, il y a tout d'abord la formation initiale à l'INSPE, c'est-à-dire les enseignants quand ils... l'INSPE, c'est l'ex-SP, c'est ça ? C'est ça. Donc, c'est l'école supérieure du professorat. Ils sont donc formés pendant un an, donc c'est pendant leur deuxième année de master, après avoir passé un concours. Donc, alors c'est vrai qu'à l'INSPE, où moi j'interviens aussi également dans le cadre du dispositif ambassadeur du numérique, eh bien ils ont la même formation que les autres, mais avec une couleur numérique, c'est-à-dire des professeurs qui accompagnent leurs usages du numérique aussi dans les classes, et puis qui accompagnent aussi des mémoires en lien avec le numérique. Et puis, dans un deuxième temps, donc il y a aussi des cours sur le numérique. Et puis, on les forme aussi par la formation continue. D'accord. Ça, c'est donc après l'INSPE. Donc, il y a un nombre d'heures de formation accordées à chaque enseignant. Et puis, alors, évidemment, priorité aux fondamentaux, mais des propositions sont faites par les académies et les enseignants s'y inscrivent. Combien d'ambassadeurs et d'ambassadrices aujourd'hui ? Alors on est à peu près à une centaine maintenant sur les 3 promotions, parce que ça fait 3 ans que le dispositif existe. D'accord. Voilà, donc une centaine d'ambassadeurs, donc stagiaires, et puis ensuite première année, deuxième année, et on les suit donc comme ça pendant 3 ans. Donc quelles sont les entrées possibles en termes de formation ? Eh bien, on a des pratiques pédagogiques en lien avec le numérique, c'est la priorité. Et puis on forme aussi aux outils, et puis aussi par entrée disciplinaire, puisque les outils numériques doivent servir à l'apprentissage et aux différentes disciplines. Et puis bien sûr, un gros point fort au niveau de l'éducation aux médias, et puis une éducation à l'Internet responsable. Voilà. Donc c'est une éducation au numérique d'une certaine manière, à ces enjeux, et une éducation, une formation en tout cas, par le numérique également.
Absolument, parce que dans le cas des ambassadeurs, notamment, on a un parcours en espace magistère qu'on appelle une ambassade, notre ambassade à distance, où on communique, on chatte, on fait vivre un forum et puis on distribue des ressources, on constitue des ressources pour les aider en fait. Et alors ces ressources numériques, comment est-ce que vous les trouvez? Parce qu'il y a de tout, j'imagine. Il y a des choses qui sont plus pertinentes, plus performantes que d'autres, plus efficaces peut-être, je ne sais pas. Ça c'est un peu le travail du formateur, on va dire de sélectionner les ressources qui conviennent, et puis on a nous des ressources institutionnelles aussi qui sont très pertinentes et on en a ici d'ailleurs et c'est vrai que c'est ça qu'on pousse aussi et quand il y a des belles initiatives et quand ça correspond aux attentes institutionnelles, on les pousse. Mais ce qui est intéressant nous dans le cas des ambassadeurs, c'est que dans notre ambassade justement on en pousse, on va dire, un minimum, parce que notre souhait, c'est que ce soit eux qui les construisent. D'accord. Et puis, ou alors qu'ils aillent les chercher et qu'ils les ramènent dans notre ambassade. C'est aussi un travail, finalement, de peut-être futurs formateurs qui sait d'aller chercher, de sélectionner les bonnes ressources et d'en faire profiter les autres enseignants. Et toi, et à titre personnel, pourquoi cet engagement pour le numérique éducatif? Ça vient d'où? Alors, c'est difficile, mais je pense que c'est des rencontres avec des formateurs numériques. Lorsque je travaillais à l'étranger, j'ai travaillé 6 ans au lycée français de Shanghai. D'accord. Et j'ai travaillé avec des Canadiens, des Anglo-Saxons très branchés numériques et qui avaient des belles idées et des belles initiatives et qui m'ont toujours intégré dans ces initiatives en lien avec le numérique. Donc j'ai partagé, j'ai appris et c'est devenu finalement une passion et donc un engagement là fort parce que j'ai envie d'en faire profiter d'autres enseignants et j'ai envie que le dossier avance et j'ai envie qu'on fasse du numérique à l'école et voilà. Et alors Laura, je me tourne vers une ambassadrice maintenant. Pourquoi avoir souhaité intégrer ce programme? Alors tout d'abord, ce programme il m'a été proposé à l'INSPE. C'était une candidature libre, spontanée, et je me suis dit pourquoi pas. J'ai pas forcément moi de formation sur le numérique, je me débrouille pas forcément très bien avec les outils du numérique, donc j'ai voulu en apprendre plus. J'ai postulé à la fin de mon master 1 à l'INSPE, et en master 2, j'ai appris que j'étais l'heureuse chanceuse et j'ai fait partie du dispositif. Ce qui était super, c'est qu'il y avait une formation libre le mercredi après-midi. C'était sur la base du volontariat. Mais ces formations, on n'est pas assis dans une classe à écouter un professeur. On est dans une classe, certes, mais une classe qui est modulée, une classe qui permet d'être flexible, de bouger, de manipuler et de justement s'approprier les outils numériques. Donc ces formations sur la base du volontariat, elles m'ont appris énormément. Elles m'ont fait découvrir beaucoup d'outils numériques que j'ai pu après moi réinvestir dans ma classe. Donc c'était vraiment... Ce qui est intéressant, c'est que... on se tutoie, moi je tutoie tout le monde maintenant. Allez, je fais une différence, comme ça c'est beaucoup plus simple. Ce qui est intéressant, c'est que tu dis que tu es allé vers ce programme précisément parce que tu es profane, et tu ne savais pas et donc tu as eu envie. Oui. Oui, ça m'a intéressée. On est à l'ère du numérique malgré tout. En faisant mes stages lors du M1, je voyais bien que dans les classes de mes PEMF, mes professeurs formateurs, les élèves utilisaient déjà le numérique à la maison. Et je me suis dit, je ne peux pas passer à côté de cette transformation numérique de notre monde, des usages de mes futurs élèves. Donc il fallait que moi, je sois au point pour leur apprendre après des choses pertinentes et pour aller vers un usage raisonné du numérique. Je vais noter tout ce que tu as dit, parce que c'est exactement le discours qu'on porte. Faire du numérique, non pas une contrainte, mais une opportunité, tout en ayant conscience des risques qui peuvent exister. Et quand des enfants utilisent le numérique à la maison, c'est sans éducation. C'est à l'école, sans doute, et aux enseignants de se saisir. Ça permet aussi de faire entrer l'usage du numérique raisonné à la maison. Voilà. On a des pratiques à l'école, mais qui peuvent justement se transférer à la maison. Et c'est ça qui est quand même super. Les élèves, ils apprennent concrètement à utiliser le numérique en classe, mais après, il y a des retours à la maison. On a aussi des relations avec les parents, on les rencontre. Lors des réunions de pré-rentrée, on leur explique bien qu'il y aura du numérique dans notre classe. On confronte les avis des uns des autres et au final, on avance ensemble. Alors justement, les parents, c'est intéressant. Quel est leur regard quand on leur dit qu'il va y avoir du numérique? Est-ce que c'est, oulala, un écran de plus, mazette, ou est-ce qu'au contraire, ils se disent...
ça va être intéressant, ça va être davantage engagé On a les deux types de réactions. Oui. Donc justement, on confronte ces deux types de points de vue. Et ce qui est très intéressant, justement, quand on a des parents qui ont peut-être un peu peur d'un nouvel écran en plus à l'école, c'est de leur expliquer, de leur montrer que le numérique est présent dans les programmes de l'éducation nationale et il est fortement présent, de leur montrer que c'est de la commande ministérielle. Donc nous, en tant que professeurs de l'éducation nationale, on se doit dans l'obligation de faire du numérique dans nos classes et de bien leur montrer que c'est du numérique mais à usage pédagogique. Ce numérique, c'est pas juste mettre un élève devant une tablette, c'est accompagner l'élève dans ses apprentissages grâce au numérique. Et petit à petit, on change les mentalités, on change les points de vue et c'est aussi notre rôle d'ambassadeur. Et l'ambassadeur, il change aussi le point de vue des collègues qui n'ont pas forcément de formation numérique. On est là pour leur en apporter aussi dans les écoles, sur le terrain. L'ambassadeur, il est là avec la famille, mais aussi avec les collègues, avec les circonscriptions. Bon, voilà, c'est un partenariat. On a plusieurs piliers, on avance tous ensemble. Puisqu'on parle de partenariat, la MGEN, évidemment, est partenaire de ce dispositif. Alors, je sais pourquoi, mais je vais quand même poser la question. Pourquoi, Marie? Alors, ça a commencé il y a 3 ans, en fait, dans l'idée de se dire que, bon, on accompagne depuis très longtemps, depuis plus de 70 ans, on accompagne les enseignants, tous les acteurs de l'éducation, et qu'on voit bien qu'aujourd'hui, c'est comme le disait Laura, le numérique, c'est une vraie transformation pour plein de secteurs de la société, mais aussi pour l'éducation. Et donc on s'est dit, voilà, est-ce qu'on ne peut pas avoir un rôle à jouer là-dessus aussi? Ça nous paraissait assez naturel d'essayer d'accompagner cette transformation qui vient forcément impacter la plupart de nos adhérents. Donc ça a commencé un peu comme ça, et puis je rajouterai une deuxième raison qui est venue un peu en cours de route, parce qu'à peu près au même moment, il y a 3 ans, c'est là où on a aussi vu commencer à bouillonner. On parlait beaucoup plus aussi des solutions EdTech, même si elles existaient depuis un moment, mais et en fait, du coup, depuis, on essaye aussi de faire des ponts entre ceux qui créent les solutions d'un côté et ceux qui sont amenés à les utiliser de l'autre, enfin une partie de ceux qui sont amenés à les utiliser de l'autre. Et je trouve qu'il y a vraiment un enrichissement à avoir à faire se rencontrer ces deux mondes. Et donc voilà, aujourd'hui, je pense que c'est aussi une deuxième raison pour laquelle on poursuit ça, c'est qu'il y a vraiment plein de choses encore à créer et à faire. J'adore tout ce que j'entends ce matin, parce que moi je représente justement ces entrepreneurs qui développent des solutions au service de l'éducation et qui sont d'ailleurs souvent d'anciens profs, des enfants de profs, parce que ce qui les motive c'est surtout les valeurs et c'est surtout la transformation de l'éducation. Mais c'est pas la techno pour la techno, c'est au service de la pédagogie. Alors quand on parle de techno, Sandrine, évidemment on parle de matériel. Est-ce que c'est pas un obstacle parfois dans les établissements, tout simplement, il n'y a pas le Wi-Fi, il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas de tablette. Comment on fait dans ce cas-là pour éduquer au numérique? Alors bon, effectivement, le monde n'est pas parfait et c'est vrai qu'on a encore des progrès à faire au niveau des équipements des écoles. Mais en tout cas, pour l'avoir vécu et puis pour voir les ambassadeurs évoluer, ceux qui souhaitent vraiment s'investir dans le numérique trouvent des solutions. Oui. Et c'est vrai que on peut toujours trouver des fins matérielles, des freins matériels. On peut toujours penser que le numérique est un peu gadget. On peut espérer même que les professeurs des classes supérieures se chargeront de former les élèves au numérique. On peut aussi trouver comme prétexte qu'effectivement il ne faut pas exposer les enfants aux écrans, etc. Mais je pense que ceux qui ont vraiment envie, en tout cas là je le vois avec les ambassadeurs, envie de s'investir, trouvent des solutions. Et alors, où on va... Il faudra lui poser la question, mais parce qu'elle le fait très bien dans sa classe, Laura. Mais c'est prévu, on va lui poser. Voilà. Après, et la question, je lui lance une perche, c'est est-ce qu'il faut multiplier le matériel, ou est-ce qu'il faut repenser son fonctionnement et son organisation de classe? Parce que moi, je vois des ambassadeurs fonctionner avec un robot par classe. Je vois même des enseignants fonctionner avec 3-4 tablettes par classe, voire 1 ou 2 ordinateurs, ou alors l'un ou l'autre, vous voyez ce que je veux dire, ou même parfois 1 ou 2 appareils photo quand vraiment un vidéoprojecteur éventuellement. Mais je pense que la solution, elle est vraiment là, et c'est ce qu'on essaie de travailler avec les ambassadeurs, c'est comment est-ce qu'on questionne son fonctionnement, son organisation de classe pour justement
qu'il y ait moins de freins matériels. C'est-à-dire qu'en fait, comment... Alors je pose la question à Laura, du coup, est-ce que je peux me permettre parce que moi, je vais prendre un café. Non, mais je pense que c'est à elle, parce que nous, on est un travail de formateur, c'est bien, mais moi, je veux voir le résultat aussi de ce travail de formateur. Et donc, je pose la question, Laura, comment est-ce qu'on peut fonctionner avec un robot dans une classe ou bien 2, 3 tablettes? Comment est-ce qu'on fait pour justement éviter ces freins matériels, ou en tout cas pour dépasser ces freins matériels? Alors, je vais surtout rebondir sur le fait qu'un robot par classe, c'est largement suffisant. Parce que cette année, avec mon dispositif Ulysse, on a envie vraiment d'intégrer la programmation dans la classe. Et bien évidemment, à l'école, je n'ai pas 20 robots. Ce n'est pas possible. Donc, Sandrine, elle nous propose aussi des solutions. Il y a l'informatique débranchée. Il faut savoir que le numérique, ce n'est pas forcément sur tablette. Il y a aussi le numérique débranché. Et là, c'est ce qu'on est en train de travailler avec les élèves avant justement d'introduire un petit robot. Donc, on a plusieurs jeux qui se font sans tablette, sans robot. Moi, j'ai la chance d'être dotée d'une tablette par le dispositif ambassadeur du numérique. Donc, grâce à la MGEN, je suppose. Donc, je vais faire des petits ateliers. Mon fonctionnement de classe, il est en îlot. Donc, j'aurai un atelier qui travaillera sur un jeu de plateau. Un autre atelier qui travaillera sur le jeu du crépier, par exemple, qui est de l'informatique débranchée, pour travailler également la programmation robotique. Ensuite, j'aurai mon atelier où on travaillera la programmation sur tablette. Et ensuite, j'aurai un atelier où on travaillera avec un robot. Et ces ateliers sont tournants. Une tablette, un robot. Ils sont tous comme ça, les ambassadeurs, ambassadrices En tout cas, en tant que formateur, c'est ce qu'on emmène. C'est-à-dire qu'on n'a pas vocation en tant que formateur numérique à dire on va vous mettre 20 tablettes dans la classe. On n'a pas vocation à leur dire non plus débrouillez-vous sans matériel. Mais par contre, on leur dit voilà, on vous met à disposition un matériel, on va dire, raisonnable et qui, on va dire, qu'on pense possible dans les classes, parce qu'on ne peut pas déployer et on connaît toutes les logiques du matériel, c'est-à-dire les tablettes, 30 tablettes par classe, ça veut dire qu'il faut les configurer, il faut les nettoyer, il faut s'en occuper, il faut les recharger. Donc c'est vrai que c'est une logistique un peu qui pourrait être lourde pour les enseignants. Donc c'est pas ce qu'on leur dit. On leur dit voilà, vous avez 2 tablettes, un robot, et comment est-ce que vous re-questionnez, comment vous questionnez votre fonctionnement, votre organisation de classe pour que ça marche. Et pour que ça marche, ils trouvent des solutions souvent par eux-mêmes. C'est on va fonctionner en atelier un peu comme en maternelle, et on va travailler de manière débranchée, et on va travailler l'éducation aux médias, et on va travailler l'internet responsable, mais pas forcément avec de l'écran. Et on fait du numérique, et on travaille les compétences numériques. C'est effectivement assez incroyable de voir. Moi, chaque année, les professeurs stagiaires présentent les projets qu'ils mettent en place, et j'y ai assisté. Et effectivement, c'est incroyable l'ingéniosité qu'il y a et tout ce qu'ils peuvent faire à partir du matériel qu'ils ont. Il est dans les écoles. Exactement. Ça a du bon parfois de ne pas avoir de moyens. On se débrouille. Mais parfois, on aimerait bien en avoir un peu plus. Bon, et Marie, justement, tu l'as dit tout à l'heure, le lien entre les entreprises et les enseignants ou l'éducation nationale, il est nécessaire. C'est vrai que la MGEN a mis en place plusieurs dispositifs pour créer ce lien. J'y ai été partie prenante et j'ai vu le travail incroyable qui a été fait par la MGEN. Et je ne le dis pas parce que vous êtes sponsor, je le dis parce que c'est vraiment un truc que j'ai constaté. Quelle est l'ambition vraiment derrière tout ça? Alors c'est assez nouveau à la fois, je pense, du côté des utilisateurs. Le dispositif ambassadeur du numérique, c'est quand même pour l'instant l'Académie de Paris qui l'a mis en place. Il n'y a pas encore de vraiment de politique nationale. Voilà, exactement, même si c'est un peu l'objectif aussi. Côté solution EdTech, c'est un peu pareil, ça émerge. Bon, ça fait quelques années, mais voilà. Et nous, avec tout ça, on avance aussi un petit peu en marchant. Donc chaque année, on essaye de prévoir, de revoir un petit peu comment est-ce qu'on s'implique là-dessus, comment est-ce que pour avoir le plus d'impact et soutenir au mieux des deux côtés. Donc on a commencé par des trophées EdTech, et puis après le dispositif ambassadeur du numérique est revenu s'ajouter là-dessus. L'année dernière, on a aussi organisé un EdTech Lab, exactement, pour faire travailler sur des projets concrets des enseignants, des professionnels, designers, web designers, etc., et des startups EdTech. On voit à chaque fois que ça a beaucoup de sens et chacun en retire beaucoup de choses.
Voilà, donc on réfléchit pour la suite, mais pour l'instant on avance un petit peu comme ça, voilà, avec l'objectif d'avoir un impact à chaque fois. Sandrine, j'imagine que parfois on croise des anti-numériques, c'est normal, parce que il faut bien voir qu'on a un prisme qui est un peu déformant. On est à Educatech, on est avec des entrepreneurs EdTech, on est avec des enseignants innovants, évidemment. Est-ce que c'est pas l'arbre qui cache parfois une forêt de gens qui sont plus mal à l'aise avec le numérique, voire qui n'ont pas du tout envie de le voir entrer dans les salles de classe? Alors, c'est vrai qu'en tant que formatrice numérique, les premières années, on apprend on va dire, à prendre du recul, justement, et en fait à dépasser la façade du non, je ne fais pas du numérique dans ma classe. Et c'était... Quelles sont les raisons? Ça fonctionnait très bien avant, alors on va continuer comme avant. Pourquoi j'ai pas envie d'en faire? C'est quoi? C'est souvent... il faut dépasser cette façade-là et se rendre compte que c'est juste une appréhension à dépasser. Et en tant que formateur, c'est ce qu'on essaye de travailler avec eux. C'est-à-dire, on comprend cette appréhension du numérique, alors pour plusieurs raisons. C'est-à-dire que d'abord, on a des outils qui sont... il faut quand même du temps pour apprendre à maîtriser les outils. Et puis, on a quand même face à nous des élèves qui ont parfois une bonne maîtrise des outils. Donc, on se retrouve finalement un peu... On pourrait se retrouver en situation de difficulté face à des élèves qui maîtrisent les outils, mieux que nous. Ou qui croient les maîtriser mieux que nous. Voilà, ou qui croient les maîtriser mieux que nous. Alors, notre force, c'est justement de travailler sur le côté pédagogique de l'outil. Et puis, alors, ce que j'essaie de... comme astuce, en tout cas ce que je propose aux professeurs, c'est de dire si vos élèves maîtrisent mieux les outils que vous, eh bien donc vous allez vous en servir. C'est-à-dire que c'est vous qui allez, vous dites à vos élèves, je te donne la charge je te laisse prendre en charge les outils numériques, c'est toi qui vas t'occuper de les recharger, de les configurer, de mettre les bonnes applications au bon endroit, de mettre les raccourcis d'écran pour aider tes camarades, etc. Et les enfants se sentent investis, engagés, du coup, parce que c'est eux qui prennent en charge aussi un peu les outils. Et puis, est-ce que c'est grave, en tant qu'enseignant, de dire, voilà, moi, je suis peut-être moins avancé que toi, donc apprends. Voilà, c'est toi qui apprends à moi, aux autres camarades, à te servir de l'outil. Par contre, nous, on a toujours nos objectifs pédagogiques derrière, donc de dire, le service, il y a des compétences numériques à acquérir, pourquoi pas mettre le numérique au service de la création. Donc, voilà les objectifs que je te donne, voilà le projet que je te donne. Avec les outils numériques, on va chercher des solutions ensemble. Voilà. Et je pense que ça fonctionne, en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne, par projet, et puis en impliquant, en engageant les élèves. Et ça fonctionne très bien. On peut même demander à Laura, parce que je crois qu'elle travaille aussi un peu comme ça. Je vais reprendre un café. Okay. Je te laisse poser la question. Laura, oui, justement. Là, on voit bien dans ce que dit Sandrine que, en fait, il est moins question de numérique que de pédagogie. Le numérique vient au service d'une transformation qui est pédagogique, alors qui est peut-être liée précisément à un paysage qui est devenu numérique. Mais quand on met les élèves en position de nous apprendre des choses, ça pourrait se faire sans le numérique en réalité. Ou la classe inversée, elle se pratique aussi sans le numérique. Donc est-ce que ce n'est pas d'abord une question de transformation pédagogique ? Oui, bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec ce que Sandrine a dit. Le but, c'est pas d'utiliser une application pour utiliser l'application. On a d'abord un projet de base qui répond à certains objectifs que nous demande d'atteindre le ministère. Ouais. Une fois que l'on a nos petits objectifs, on essaye justement de trouver une plus-value grâce au numérique. C'est pas prendre l'application pour prendre l'application. Oui. C'est justement ce que va t'apporter cette application. Quelle est la plus-value du numérique pour ce projet-là ? Et ce qui est super, c'est que l'an dernier, par exemple, dans ma classe de CE2, milieu ordinaire, je faisais découvrir certaines applications. Hop, aujourd'hui, vous êtes en découverte. Vous prenez la tablette. Allez, vous explorez, c'est parti. Ouais. Que peut-on faire grâce à cette application ? Hop, on recense les idées, les trouvailles des élèves, comment je peux utiliser cette application, et ensuite, mais quelles sont les fonctionnalités qui peuvent nous aider dans notre projet ? Ça part des élèves, ça ne vient pas de l'enseignant qui te dit « appuie là, puis là, puis là ». Non, là je trouve qu'il y a moins d'impact pour les élèves et là, ils se mettent vraiment en situation de recherche et justement, ça devient réellement des apprenants du numérique à ce moment-là. Tout le monde devient apprenant du numérique. Mais bien sûr. Et c'est un changement de posture aussi de l'enseignant. Oui, il faut savoir déléguer, il faut savoir se mettre en retrait et
Et il ne faut pas avoir peur de se dire, mais oui, mais les élèves aujourd'hui, ils m'ont appris ça et ça, et on avance ensemble, justement. Le groupe classe et le professeur avancent et apprennent ensemble, s'enrichissent les uns envers les autres. C'est ce qui fait toute la richesse de ce métier. Exactement. Cet échange. Sandrine, c'est quoi les... Sandrine, je dis Sandrine en regardant Marie, ça y est, c'est n'importe quoi. Donc Marie, pardon. Quelles sont les prochaines étapes, là, la MGEN? Parce que, évidemment, toutes ces questions, elles touchent au métier d'enseignant, aussi au bien-être de l'enseignant, un enseignant qui est perdu, c'est un enseignant qui va moins bien, et quand on est une mutuelle, c'est un enjeu majeur. Donc, est-ce qu'il y a d'autres projets? Alors là, effectivement, notre projet tout de suite, c'est on a eu des trophées, donc on a pour la deuxième année fait des trophées EdTech qui ont primé trois startups ou entreprises. L'idée, c'est de les accompagner pour les mettre en lien. Encore une fois, je pense que ce que disait Laura est hyper intéressant parce que je pense que quelque part, pour certaines startups qui mettent en place des solutions qui sont techniquement hyper intéressante. Il manque peut-être ce petit côté, effectivement, ce petit supplément d'âme qui est le professeur, comment il va s'en servir, etc. Et donc je pense que c'est là où on va le plus avoir de rôle à jouer, c'est comment est-ce qu'on fait se parler, encore une fois, les deux mondes et faire des ponts pour faire en sorte que, et du côté des startups, ils arrivent à trouver des solutions qui soient utilisées le plus possible pour trouver leur modèle derrière. Et du côté des enseignants, comment est-ce qu'on les accompagne avec des solutions pour justement prendre ce virage un peu du numérique le mieux possible et de la manière la plus sereine possible. Parce que le numérique n'est pas là pour remplacer les enseignants. Bien au contraire, on aura toujours besoin d'humain. Et plus il y aura de numérique, plus peut-être il faudra de l'humain. Sandrine, cette fois, c'est bien vers toi que je me retourne. Quels sont les projets également pour les ambassadeurs ? Nous, on espère que le dispositif va se poursuivre parce qu'on a de belles réussites. Et puis, on espère de futurs formateurs parce qu'il faut bien assurer la relève. Donc, c'est vrai que je pense que dans l'avenir, on aura besoin justement d'enseignants qui aident en tout cas à développer les usages du numérique. Donc dans les ambassadeurs, on continue de les former nous pendant 3 ans et on réfléchit même à une suite justement pour voir comment on peut encore permettre à ce dispositif de prendre de l'ampleur même sur encore plusieurs années et puis voir comment on peut les amener peut-être jusqu'à des diplômes de formation, pourquoi pas. Et puis alors là, ce qui est notre projet, c'est peut-être d'avoir encore plus de visibilité sur l'impact des ambassadeurs du numérique dans les écoles. Donc là, on est en train de mener, on va dire, des enquêtes auprès de chaque ambassadeur pour dire quelles actions, quel rôle vous menez au sein de vos écoles. Et là, moi, j'ai commencé à faire ça et à me rendre compte qu'il y a un réel impact. Et puis même au-delà de ce que j'avais moi-même imaginé, parce qu'en fait, ils mettent ils partagent avec leurs collègues proches dans les écoles, mais on se rend compte que les formateurs, conseillers pédagogiques, inspecteurs les sollicitent aussi. Alors ça, on s'y attendait pas finalement. Et puis on a un très bon accueil de ces ambassadeurs dans les différents salons, parce qu'on fait aussi ce travail de communication. On est allé à Ludovia, d'ailleurs avec la participation de la MGEN. On est ici et puis on travaille aussi sur un projet avec un de mes collègues de l'ESP pour aller à Lyon présenter tout ce qui est fait en programmation et en robotique. Donc, vous voyez, on essaye un petit peu d'essaimer auprès de la France entière pour justement pour partager un peu ce dispositif et puis pour montrer qu'il a effectivement qu'il peut avoir un réel impact directement dans les écoles et dans les circonscriptions, enfin en tout cas dans les différents dans les différents endroits pour essaimer des pratiques et des usages dans les classes. À généraliser dans toutes les académies. On n'a pas cette prétention, mais on essaye de... Et moi je le dis. Ah bon, fort, on nous écoute aujourd'hui. Très haut. À généraliser. Laura, d'ambassadrice à formatrice demain ? Avec grand plaisir. Voilà, mais il se passe des choses, c'est extraordinaire, les rencontres se font, les vocations naissent. En tout cas, c'était un grand plaisir de vous avoir toutes les trois aujourd'hui. Je suis très ému parce que je n'ai entendu que des choses que j'avais envie d'entendre. Et puis par ailleurs, ces questions qui se posent pour les enseignants, elles se posent aussi pour les formateurs en formation continue, elles se posent aussi pour les enseignants dans les universités, dans les grandes écoles.
parce qu'on est tous confrontés à ce paysage qui est devenu numérique, à ces usages auxquels il faut qu'on s'acclimate également, parce qu'il en va de l'avenir de notre société. Et puis l'avenir de notre société, c'est d'abord dans les écoles que ça se passe. Voilà. Merci à toutes les trois. Merci. Et nous, on continue, on est toujours en direct sur l'espace Territoire Apprenant de la Banque des Territoires, sur le salon Educatech Educatis, et on va continuer de rencontrer tous ces acteurs du numérique éducatif. À très bientôt. Que vous soyez acteur du monde de l'EdTech ou simplement curieux de la transformation de l'éducation et de la formation, ou si vous souhaitez vous former à de nouvelles connaissances et compétences, ce podcast est fait pour vous. Nous allons continuer à vous éclairer sur ce monde en perpétuelle ébullition. Si vous voulez nous suivre et nous soutenir, abonnez-vous au podcast EdTech France, disponible sur l'ensemble des plateformes d'écoute. N'hésitez pas à le noter, 5 étoiles, et à en parler autour de vous. Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux. Merci à Maxime Maton pour la production de ce podcast et à notre journaliste Natacha Lefauconnier pour la préparation des interviews.